Chance de faire partie, disons, de la structure du gouvernement. Et le privé ne veut avoir rien à voir avec le gouvernement. Et donc, ce projet qui est devenu un projet très important de jeunes, nous avons tellement d'élèves que nous travaillons avec le CESA, qui est un festival, le plus important festival du Mexique, par exemple. Nous avons la grande chance d'avoir l'air d'être tout moins des fonctionnaires. Ça nous aide beaucoup quand nous travaillons, je dois dire. Mais nous travaillons avec des marques. Et donc, c'est là où ces marques investissent. Alors, nous n'acceptons pas d'argent, mais nous acceptons tout ce qui est matériel, produit. Ça nous aide beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Alors, pour conclure, parce qu'il est tard déjà, j'aimerais souligner 2 ou 3 caractéristiques faisant une lecture très transversale de cette expérience. Alors, avant tout, ces expériences, elles ne sont pas produites par le marché. C'est l'initiative privée qui prend ces décisions. Il n'y a pas ce type de choses dans le marché. Et donc, c'est bien visible dans toutes ces expériences, me semble-t-il. Par ailleurs, c'est un service où les participants sont clés, sont essentiels. Et donc, moi j'ai vu dans cette vidéo de Faro où les gens disent « Je suis Faro ». C'est vraiment une identité partagée et qui est absolument fondamentale pour le succès de cette expérience. Mais qui par ailleurs, c'est le troisième aspect que je voulais souligner, que dans les 3 cas, la façon d'inclure passe par la lutte contre des exclusions qui ne sont pas que matérielles. Les exclusions sont surtout non matérielles en vérité. Et donc, les aspects qui sont liés à la création de liens communautaires, de solidarité, d'identification, sont aussi importants que les liens matériels, en fait. Et tout ceci, c'est la recette pour expliquer où se trouve le succès de cette expérience. Et avec ceci, j'aimerais conclure la présentation. Je vais donner la parole à Juan Martí. Oui, alors j'aimerais remercier nos amis de la table ronde, et pas seulement eux, mais ce qui est derrière, qui est une armée de gens qui travaillent en faveur d'une société meilleure. Et également au coordinateur de cette monographie pour le travail remarquable qu'il a fait. Merci beaucoup. Allez, on continue. Merci. Amis et amis de Corée, félicitations Corée, vous êtes 39 personnes, vous êtes venus de Corée pour assister et participer à ce congrès avec nous. Félicitations. Et enfin, le réseau RECE de l'État espagnol, qui bien entendu est le plus représenté étant donné la proximité géographique. Levez-vous aussi, réseau espagnol. Félicitations d'être là. Une curiosité aussi. On l'a dit, on a dit les divers chiffres des présents, des pays représentés, etc. 2 curiosités. Esther Adler de Genève, êtes-vous là? Êtes-vous là? Esther Adler. Voilà. Esther Adler, félicitations du congrès. Vous avez été la première personne qui a
présenter la première expérience transmise par courriel. C'était la vôtre. Félicitations, Esther, qui est la première à avoir envoyé son expérience. Autre curiosité, vous devez savoir que pendant tous ces derniers mois, on a beaucoup travaillé et on a créé beaucoup de courriels. Savez-vous combien de courriels ont été échangés? Devinez? Vous êtes prêts? 83 000 courriels ont été échangés à propos du Congrès et des entités organisatrices. 83 000 courriels. Ça représente tout l'énorme travail qui a été fait. Et donc, félicitations également. Je vous propose maintenant une ville éducatrice, c'est-à-dire inclusive, créative, participative, partageante, mais c'est aussi une ville gaie, positive, passionnée par la vie. Et que voulons-nous faire? Très rapidement, ces 9 réseaux qui sont représentés ici et qui se sont présentés représentent déjà un réseau entre eux. Comment allons-nous faire pour avoir un réseau entre nous tous? Je vous propose de relever un défi, donc une ville positive, comme j'ai dit, et je vous propose un petit jeu qui représente un défi et en même temps une façon de créer un réseau. Quand je dirai « ya » et pas avant, là derrière apparaîtront 9 grands ballons, des balles, avec une série de mots qui ont tous à voir avec le Congrès. Des mots que vous connaissez bien, que vous avez sur le bout des lèvres ou dans la tête. Et ces ballons, lorsque je dirai « ya », ils arriveront en volant dans la salle. Donc, pendant 15 secondes que je compterai, 15 secondes, rien de plus, il faudra arriver à ce que ces ballons ne touchent pas le sol. Il faut les empêcher de tomber par terre. Après 15 secondes, je vous demanderai à ceux qui en avaient une entre les mains de me l'apporter ici sur la scène. Vous êtes d'accord? Vous avez compris? Vous êtes prêts? Attention. Vous êtes prêts? Les ballons volent et je compte. 15, 14, 13. En voilà une. Attention. 11, 10. Vous pouvez changer de côté. Elles peuvent arriver d'un côté comme d'un autre. 8 secondes. Il y en a qui traversent, qui vont d'un côté à l'autre. Aïe, aïe, aïe. Il y en a une qui a tombé. Voilà. 3 secondes, 2 secondes, 1 seconde. 0 seconde. Très bien. Très bien. Apportez-moi les ballons. Voilà. Pouvez-vous les mettre sur la scène? Le ballon de l'innovation, celui de la créativité, celui de l'engagement, la vie en commun, la participation. Le ballon arrive là, l'inclusion et le ballon de l'opportunité dont on vient de parler. Comment les opportunités se présentent. Alors, nous avons donc tous ces mots, nous nous sommes combinés, on a ri un peu, on a souri et nous espérons que cette joie se perpétue pendant tout le congrès. Comme on l'a dit, il y a 6 Speakers Corners, c'est une nouveauté pour ce type de congrès. C'est un peu comme un café où l'on peut parler, on peut prendre un café pendant la pause, prendre une madeleine et s'asseoir pour y écouter quelque chose d'enrichissement comme expérience, en savourant le café ou le thé. Il y aura des personnes qui seront distribuées à la sortie de l'atelier d'aujourd'hui, que vous identifierez très facilement. Elles vous aideront à sortir des ateliers avec une certaine joie et légèrement.
Il faut être léger, en effet, pour pouvoir descendre à l'espace du lunch et des pauses café. Et vous reconnaîtrez tout de suite les personnes en charge des Speakers Corners. Vous voyez Elena, chacune de ces personnes aura ce béret ou cette espèce de chapeau. Elles vous aideront à trouver le Speakers Corner qui vous intéresse le plus. Enfin, dernière chose, et je termine par là, il y a aussi un nouvel espace dans ce congrès qui est celui du mur créatif. Dans la zone d'exposition et des Speakers Corners. Et l'objectif en est de pouvoir y laisser tous et toutes, chaque jour, autant que vous voudrez, votre marque. Vous pouvez donc partager avec nous tous avec quoi vous êtes arrivés, avec quoi vous repartez, quel est votre rêve, votre espoir, que vous a apporté ce congrès. C'est quelque chose que vous voulez partager avec tout le monde. Voilà, vous trouverez beaucoup de choses encore en bas pour vous exprimer à tous égards. Je vous souhaite un excellent congrès. Moltes gràcies, moltes gràcies. Merci beaucoup, Imma Marine. Nous avons donc chauffé les moteurs, vous le voyez, et nous sommes prêts à connaître maintenant la monographie présentée par l'AIVE sur la thématique du congrès. Monsieur Jordi Marti, responsable à la municipalité pour le territoire, va nous en parler. Bonjour à nouveau, merci d'être toujours présent dans ce nouveau chapitre de notre congrès. Nous avons le plaisir de présenter la monographie de l'AIVE que nous avons présentée et que vous aurez tous à la fin de cette séance. Il sera au stand de l'AIVE. C'est une publication de très grande qualité, vraiment extraordinaire, aussi bien au niveau de la présentation qu'au niveau du contenu. Nous aurons l'occasion de parler avec cette équipe, en particulier de Xavier Bonal. Et donc, le titre de cette monographie s'appelle Ville, inclusion sociale et éducation. Cette table ronde de présentation devrait être, disons, légère et aisée. Je commence par présenter Xavier Bonal, qui est le professeur à l'Université de Barcelone et qui va être le modérateur et qui a écrit l'éditorial de cette monographie. Ensuite, je présente Madame Cristina Tenreiro, qui est conseillère pour la jeunesse de Santa Maria da Feira. Ensuite, le docteur Del Tocchi, qui est responsable de questions sociales et communautaires à Bologne.
et le directeur du réseau Zindar qui dépend du gouvernement. Et nous allons continuer maintenant avec un dialogue que je souhaite vif, dirigé par M. Xavier Bonal. Je vais lui donner la parole pour qu'il puisse présenter ce qui a été fait, la réalité de ces projets, quelques vidéos que nous verrons. Et j'espère que ce dialogue sera très intéressant pour tous. Je ferai une brève présentation des aspects de la monographie. Pablo Gentili a parlé de façon très éminente de ces thèmes d'ailleurs. Il a parlé plus spécialement de choses qui sont incluses dans les travaux de cette monographie. Je voudrais remercier Marina et Marie-Angèle de m'avoir donné la possibilité de coordonner ce travail. J'ai énormément appris pendant le processus, tant des expériences que où il y a d'ailleurs une richesse extrême et qui prouve ce que fait la ville en termes d'inclusion sociale et donc également des entrevues, des analyses incluses dans cette monographie. Alors, pourquoi cette monographie a-t-elle les caractéristiques qui sont les siennes? Je crois qu'il y a un aspect qu'a souligné d'ailleurs le professeur Gentili, à savoir l'aspect dialectique profondément contradictoire qui existe entre les processus de polarisation sociale et ceci en dépit de la diminution de la pauvreté, contradiction forte entre politique, processus de fragmentation sociale, de ségrégation urbaine, ségrégation scolaire même, et simultanément la création d'opportunités même pour des espaces de créativité, de production culturelle, artistique, en tout genre, comme on le verra. Et cette contradiction, certainement, contradiction difficile souvent à expliquer, pendant les dernières décennies, et avec la crise tout particulièrement, a acquis une dimension énorme. Du point de vue des grandes métropoles urbaines du monde, il est difficile de trouver des processus de polarisation, de segmentation, de fragmentation égaux, même dans des espaces sociaux de populations pauvres, où il est très difficile de les voir comme des groupes homogènes. Même là, il y a des processus de fragmentation provoqués d'ailleurs par le marché. Et simultanément, je le disais, des processus qui provoquent un niveau de création extraordinaire, de participation directe des populations qui sont tout à fait significatifs. Cette contradiction, cette simultanéité de ces deux processus est tellement grande, tellement significative qu'aujourd'hui, nous observons également des espaces de création et un triangle tout à fait clair entre la ville, l'inclusion sociale et l'éducation, phénomène qu'on n'avait jamais constaté auparavant. Laissez-moi donner des exemples. Je crois qu'aujourd'hui, et on l'a déjà dit plusieurs fois pendant ce congrès, pendant le début de ce congrès, il est difficile aujourd'hui d'imaginer que la lutte pour l'inclusion sociale des adolescents contre l'échec scolaire puisse être le fait uniquement de l'école. Beaucoup de choses nous permettent de voir que, d'ailleurs, c'est une réalité. Et la meilleure façon d'accrocher, de créer des projets, de créer de la confiance chez ces adolescents, eh bien, c'est difficile pour l'école d'y apporter des réponses. Une monographie, je crois que c'est aussi la preuve très claire de ce que la meilleure
réponse à l'exclusion, à la crise, passe en grande mesure par l'articulation de mécanismes et de politiques locales spécialement. Et là, les mairies ont un grand rôle à jouer, qui ne sont pas les réponses traditionnelles que l'on connaît face à ce type de problèmes sociaux habituellement. Je m'explique. En temps de crise, nous voyons deux grands mécanismes politiques qui échouent au niveau local et national. On pourrait parler tout d'abord des États pompiers, des États qui réagissent en cas d'urgence seulement, dans des situations extrêmes en termes de paupérisation, d'exclusion sociale, de marginalisation maximale. Lorsqu'il y a des conflits urbains tout à fait clairs, lorsque il y a un incendie dans une favela, par exemple, ça s'est passé à Poblenou, ou par exemple à Barcelone. Donc, on applique un dispositif spécifique, un mécanisme qui diminue la tension maximale. Bien sûr, on n'a rien fait pour éviter que se produisent ces situations de tension maximale. On arrive toujours trop tard. L'autre modèle également présent, c'est celui de l'intervention palliative, nécessaire bien entendu en situation de grand besoin social, de crise maximale, mais finalement, il s'agit d'essayer de compenser les déficits, les situations de pauvreté extrême. Et face à tout cela, cette monographie nous apporte des expériences, on en verra 3, je crois, qui montrent qu'il y a des façons de collaborer avec les citoyens, de les faire repenser la politique de l'État. Et tout cela passe par une certaine logique où l'éducation non scolaire, l'éducation diffuse de la ville participe pour expliquer beaucoup plus que lorsque les citoyens participent, lorsque la logique de cohésion sociale s'accentue, la probabilité de succès de ces expériences pour apporter une réponse aux besoins politiques et culturels, c'est quelque chose qui est de plus en plus évident, à mon avis. Alors, cette monographie, qu'est-ce qu'elle contient? Eh bien, elle a une partie significative d'échantillons où on nous dit que l'on peut constater qu'il y a des interventions très intéressantes en termes d'inclusion sociale, que ce soit au niveau institutionnel, les gouvernements locaux, mais également la société civile, des associations diverses à tous les niveaux qui travaillent soit pour le droit à l'éducation, soit pour une transformation urbanistique, pour que la ville soit plus inclusive, pour le travail contre le racisme et la xénophobie. Donc, nous avons des exemples de tout cela. Les entrevues reprennent en grande partie ces processus d'intervention à divers niveaux institutionnels. Il y a aussi toute une série d'articles de réflexion qui ont été analysés en profondeur, Kim Brugge, Saskia et Anna Fallouk, sur divers aspects qui aujourd'hui sont tout à fait centraux pour comprendre ces transformations urbaines en profondeur et leurs conséquences sur la pauvreté et l'inégalité et le besoin qu'il y a d'y faire face grâce à un travail en commun. La monographie contient également 5 expériences précises. Nous en allons en étudier 3 aujourd'hui, qui abordent des perspectives différentes, mais aussi reliées entre elles, divers aspects du travail en faveur de l'inclusion sociale et spécialement auprès de collectifs marginalisés. Ça a été très difficile, je dois vous le dire tout de suite, de choisir dans cette banque de données très riche de la IVE les expériences que nous avons choisies. Il y en a beaucoup, en effet, qui ont lieu dans des endroits que l'on ne peut pas reprendre dans cette monographie. Donc, il y a des localisations géographiques très diverses et les objectifs d'études sont très divers aussi. Nous allons maintenant donc analyser directement ces 3 expériences et nous le ferons en donnant tout d'abord la parole à Cristina Denreiro,
responsable d'éducation, sport et jeunesse à la municipalité d'une municipalité au Portugal. Ça commencera par une vidéo de 3 minutes. Christina, vous avez la parole. Alors, on commence par la vidéo. L'orchestre de tous. L'Orchestra Creativa de Santa Maria da Feira. L'orchestre créatrice de Santa Maria da Feira rassemble des musiciens, des non-musiciens, des fois même des gens qui ne se considèrent pas musiciens du tout. Les instruments ont été fabriqués à partir de matériel bon marché, en plastique, recyclé, des bouteilles d'eau, autre chose. Tout ceci a été organisé par section, comme s'il s'agissait d'une vraie orchestre de musique classique, et violon, violoncelle, contrebasse, etc. Assim nós temos tubofones. Donc nous avons des xylophones en plastique, une flûte en plastique, des tubophones, « 90% de la pollution des océans et de la planète, c'est le plastique, malheureusement. Et donc nous, de ce plastique, nous créons des instruments de musique. Nous avons construit une orchestre complète basée sur ce type d'instrument. C'était quand même un défi considérable. Si te parece, gracias. Merci. Est-ce que tu peux, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, nous expliquer très rapidement ce qu'était cette expérience extraordinaire? Merci d'abord d'avoir choisi notre projet pour cette monographie. Je vais essayer de transmettre vraiment l'énergie contagieuse de cet orchestre créatrice, transmet à des gens. De quel genre, à quel genre je fais référence? C'est une orchestre qui essaye d'aller à la rencontre des personnes qui habitent dans notre territoire. Nous sommes une municipalité qui est très dynamique au niveau culturel, les arts, la créativité, l'innovation. En mai, nous avons réalisé le Festival international de l'imaginaire. Et ce festival inclut toujours des projets d'implication communautaire. Une façon d'attirer de nouveaux publics et montrer de nouvelles expériences comme le théâtre ou la danse. En 2008, le Portugal, tout comme l'Europe, traversait et traverse toujours une crise et le chômage augmentait.
le nombre de familles de classe moyenne basse a augmenté, le nombre de chômeurs augmenté, le nombre de seniors solitaires augmenté également. C'est vraiment une population fragilisée qui devait être incluse, englobée. Il fallait leur faire croire qu'ils étaient capables d'agir et de faire et d'avoir toujours un projet de vie. Tous ces facteurs ont fait que l'on a décidé de créer des projets par l'intermédiaire de l'art et la musique, en l'occurrence. Et donc, des personnes de 8 aux 80 ans, des jeunes, des seniors qui sont dans des maisons de retraite, qui passent la plupart du temps tout seuls, des gens avec des handicaps. Nous avons essayé de couvrir le plus grand nombre de personnes possible. Et nous avons également inclus des personnes liées à la musique et avec la magie de notre chef d'orchestre, nous avons réussi à créer cet orchestre magnifique qui a déjà produit des spectacles exceptionnels. Ce n'est pas le spectacle en soi qui est la plus-value de cet orchestre. C'est cette communauté, cet ensemble de personnes fragilisés qui ont réussi à gagner une confiance personnelle et qui ont réussi à disposer d'outils. Et maintenant, elles ont des nouveaux projets de vie. Donc c'est un projet d'inclusion sociale qui contient tous les concepts qui ont été ici expliqués. L'inclusion, la participation, l'implication. Et vraiment, ce qui est le plus intéressant, c'est que ce sont des non-musiciens qui font de la musique. C'est vraiment une orchestre différente des autres parce que nous avons des professionnels et des non-professionnels, des instruments fabriqués avec des matériaux qui habituellement se retrouvent à la poubelle, construits par les musiciens eux-mêmes. L'orchestre à plusieurs ateliers où l'on construit ces instruments pour que chacun ait son propre instrument. Ce qui n'est pas facile. Avoir une orchestre de 100 personnes où chacune aurait un instrument. Et ils n'ont pas la possibilité d'acheter des instruments, évidemment. Donc nous leur montrons qu'ils sont capables de créer leur propre instrument. Il y a cette phase de construction de l'instrument. Et ensuite, la phase de construction de la musique et des textes. Et ce qui est intéressant, c'est que ce sont les non-musiciens qui lancent souvent le processus. Ce sont les personnes qui n'ont pas de formation musicale, qui n'ont pas eu de formation musicale, mais ce sont elles qui parviennent à raconter des histoires. Et puis après, les musiciens les transforment en partitions. Donc en fait, il y a vraiment une implication profonde de ces personnes qui ne pourrait pas être plus démocratique. Et donc de participation au processus depuis le début. Et bon, alors nous avons déjà répété ici souvent que les inégalités dans le monde continuent de se reproduire et nous avons dit que dans nos territoires, il était possible de diminuer ces inégalités en
développant ces initiatives qui donnent d'autres possibilités aux gens, de façon à ce qu'ils croient qu'ils peuvent vraiment participer à cette modification et travailler ensemble. Et c'est ainsi que nous pourrons construire un monde meilleur et être plus heureux. Donc je souhaite tout le bonheur à tous ceux qui participent à ceci, et je pense que c'est quelque chose auquel ils aspirent tous. Oui, merci beaucoup. Malheureusement, nous n'avons pas plus de temps pour approfondir tout ceci, mais en tout cas, nous sommes certainement en train de intéresser beaucoup de personnes. Je vais passer la parole maintenant à Inte Bertocchi de Bologne qui va nous parler des case. Zanardi è un progetto che parte dalla storia. Case Zanardi, c'est un projet qui se réfère à la mémoire d'une personne qui a réussi à faire changer la ville de Bologne au moment où commençait la Première Guerre mondiale et les gens avaient besoin de pain et de travail. Ce n'est pas par hasard que nous l'avons donné ce nom. Donc pain et travail, c'est un thème encore actuel, et donc à partir de la mémoire de ce personnage d'il y a 100 ans, nous avons lancé sur tout le territoire de la ville le projet justement appelé Case Zanardi, qui prévoit l'ouverture de magasins solidaires d'alimentation pour aider tellement de familles qui en ont besoin, mais pas seulement pour faire face à ceci, mais aussi à la pauvreté dans le travail, le manque de travail et le manque de rapports sociaux. Les principes formateurs de Case Zanardi est une lutte contre le déchet, mais pas seulement le déchet matériel, mais c'est le déchet à tous les niveaux. C'est au niveau des relations entre personnes, au niveau des capacités que les gens ont en eux et qui ne sont pas développées à leur juste mesure, qui ne sont pas mises en valeur comme elles devraient l'être. L'idée est de parvenir, en particulier à la fin de cette première phase, à 4 magasins solidaires, donc 4 lieux qui distribuent des aliments et des biens de première nécessité à environ 400 familles. Donc il y a toute une expérience sociale de voisinage, de rapprochement entre familles, de développement, de la résolution de conflits dans les zones communautaires, la présence d'enfants difficiles. Les Case Zanardi permettent de rassembler tout ceci, parce que la différence entre ce qui se passait avant et ce qui se passe maintenant, c'est qu'avant, chacun parlait pour soi, et maintenant, ils parlent ensemble. Et donc, Case Zanardi crée un système sur la projection sociale de la ville. Brevemente. Sí, muy brevemente. Voy a hablar en inglés. Je vais parler en anglais, je m'exprime mieux en anglais. For social to tackle. Alors cette expérience venait du besoin de faire face à la crise économique et sociale.
Et nous avons constaté que les services sociaux n'étaient plus suffisamment efficaces pour faire face à ces problèmes. Et donc l'année dernière, il y avait la possibilité d'utiliser le budget municipal pour ce faire. Et nous avons décidé donc de utiliser ce budget pour avoir une vision commune des services sociaux. L'objectif principal était de créer un système d'intéressés, aussi bien du côté public que privé, pour créer un pacte de solidarité. Nous avons donné un appui scientifique, une base de développement de nouvelles activités, mais ça a permis de créer un système général. Ce que je pense, c'est qu'il y a donc beaucoup de potentiel. Nous avons tous beaucoup de potentiel, parfois nous ne parvenons pas à l'utiliser parce qu'il y a une fragmentation des expériences. Et donc, à mon avis, il est possible de combiner toutes ces ressources et de créer une vision commune de la ville. La vision traditionnelle de la segmentation des services sociaux n'est plus possible. Donc cette expérience a commencé le mois dernier, en vérité. Elle a été lancée le jour de la lutte globale contre la pauvreté. Nous en sommes encore donc au début, mais nous espérons qu'elle pourra aider à la conscience et à la responsabilité sociale, à un véritable partage de la responsabilité sociale. Merci beaucoup. Enfin, je vais présenter le dernier invité, Agustín Estrada, de la Fábrica de Artes Oficios de la ville de Mexico, du secrétariat à la culture. Nous allons d'abord voir la vidéo et ensuite nous passerons à votre expérience que nous voudrions connaître. Cámaras listas. ¿Tienen la memoria lista? Alors, les caméras sont prêtes, la mémoire est prête. Ouais,
Gracias. Agustín, cuando quieras. Merci, Agustin, quand tu veux. Faro, c'est la fabrique des arts et métiers. C'est un projet qui a commencé lorsque la gauche a gagné la mairie de Mexico. Nous sommes l'une des villes les plus grandes du monde. Mais nous ne pouvions pas voter pour le maire. Nous avions un vieux gouvernement qui, pendant plus de 70 ans, qui était dirigé par le PRI, et le gouvernement était appelé régent. Ce n'est que depuis 1997 que nous pouvons voter. Et c'est l'ingénieur Cárdenas, fils du général Cárdenas, qui a beaucoup fait pour les républicains de notre pays et qui a lancé un processus éducatif dans les périphéries. Et ce que vous voyez, c'est le début de la première photo. C'était une surface de 75 000 mètres carrés de terrain vague et de déchets. Il y avait là 2,5 millions d'habitants avec un salaire moyen de 4-5 euros par jour, une scolarité en dessous du secondaire. Et tout ceci, il y avait plus de prisons que d'universités. Donc nous avons lancé un mouvement culturel qui a vraiment beaucoup avancé. D'une part, il y a ces services culturels, comme vous pouvez le constater, où il y a une énorme bibliothèque, un club, une galerie, une programmation tous les dimanches pour les enfants, des performances. Mais il y a une colonne vertébrale qui sont les ateliers d'art et métiers, et où nos élèves n'arrivent pas là parce qu'ils ont des bonnes notes. Il n'y a pas d'interférence politique. Nous avons 5000 élèves tous les trimestres dans les 4 pharos. Et ce modèle dans la ville de Mexico était innovateur et l'UNESCO l'a considéré comme l'un des meilleurs projets actuels, considéré comme l'un des meilleurs projets pour les communautés vulnérables d'Amérique. Et encore tout à l'heure, le directeur le disait, les maires sont en train de se rendre compte de la valeur de ce projet. En résultat de cela, 3 autres écoles ont été créées. Par exemple, le Faro Milpalta, c'est le dernier endroit de la ville de Mexico où on parle encore nahuatl et où les peuples d'origine sont encore là. La propriété de la terre est commune, par exemple. Et donc, nous avons travaillé pour que ce Faro de Milpalta grandisse. Également le Faro de Clava qui se trouve dans la forêt de Clava de 10 000 mètres carrés. La mairie vient de céder ce terrain. Et le Faro de Minos Verdes qui a reçu beaucoup d'argent pour acheter ce grand bâtiment. Et nous avons environ 8 000 élèves par trimestre. Nous recevons environ 400 000 personnes par an. Et entre ces 4 pharos, nous avons organisé 1 millier d'activités par an. Comme vous pouvez le constater, c'est vraiment des chiffres considérables. Mais la ville de Mexico est aussi très grande. Pour conclure, je dois dire que
Bon, ce n'est pas un secret pour personne ce qui se passe au Mexique. Je suppose que tout le monde le sait. L'investissement dans l'éducation et la culture est le chemin à suivre. Il n'y a pas d'autre chemin. Jordi. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de pasar. Merci beaucoup. Avant de donner la parole au coordonnateur, je pense que c'est la première fois dans un congrès où l'on utilise ces séances de travail à mettre en valeur une monographie qui en faire, disons, l'un des axes centraux de la réflexion pendant ce congrès. C'est une autre innovation pour nous. Je pense que ça vaut la peine de remercier le secrétariat pour le travail qu'il a fait. Moi, je voudrais faire une question très rapide aux trois invités. Anna a parlé de financement. Vous avez parlé de financement, pardon. Vous avez parlé au Mexique, par exemple, de budget municipal avec une aide d'organisation internationale. Je ne sais pas si dans les deux autres cas, il y a eu des commentaires sur les fonds qui financent ces activités. Bon, une ville éducatrice, c'est une ville où tout le monde s'engage. Les institutions publiques, les institutions à but non lucratif, mais aussi les privés qui devraient collaborer à des projets sociaux d'une telle ampleur. Je ne sais pas si c'est une question qu'il faut poser et qui est utile et dont la... Oui, vous permettez. Pour ce qui est du budget, le budget est essentiellement financé par la municipalité, la mairie. Et au long de l'année, nous présentons aussi des candidatures au niveau national ou de l'Union, dans des projets de l'Union européenne. Actuellement, il est financé par le secrétariat de la culture. Bon, nous avons deux façons de financer le gouvernement qui peut avancer des fonds ou donner des fonds, et le secteur privé aussi. Et de l'autre côté, nous avons une plateforme de crowdfunding. Donc, nous demandons aux citoyens, à la société civile, de faire des donations. Et donc, nous avons une double approche. Nous avons la chance de faire partie, disons, de la structure du gouvernement. Et le privé ne veut avoir rien à voir avec le gouvernement. Et donc, ce projet qui est devenu un projet très important de jeunes, nous avons tellement d'élèves que nous travaillons avec le CESA, qui est un festival, le plus important festival du Mexique, par exemple. Nous avons la grande chance d'avoir l'air d'être tout moins des fonctionnaires. Ça nous aide beaucoup quand nous travaillons, je dois dire, mais nous travaillons avec des marques. Et donc, c'est là où ces marques investissent. Alors, nous n'acceptons pas d'argent, mais nous acceptons tout ce qui est matériel, produit, et ça nous aide beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Alors, pour conclure, parce qu'il est tard déjà, j'aimerais souligner 2 ou 3 caractéristiques faisant une lecture très transversale de cette expérience. Alors, avant tout, ces expériences, elles ne sont pas produites par le marché. C'est l'initiative privée qui prend ces décisions. Il n'y a pas ce type de choses dans le marché. Et donc, c'est bien visible dans toutes ces expériences, me semble-t-il.
Par ailleurs, c'est un service où les participants sont clés, sont essentiels. Et donc, moi j'ai vu dans cette vidéo de Faro où les gens disent « Je suis Faro ». C'est vraiment une identité partagée et qui est absolument fondamentale pour le succès de cette expérience. Mais qui par ailleurs, c'est le troisième aspect que je voulais souligner, que dans les trois cas, la façon d'inclure passe par la lutte contre des exclusions qui ne sont pas que matérielles. Les exclusions sont surtout non matérielles en vérité. Et donc, les aspects qui sont liés à la création de liens communautaires, de solidarité, d'identification, sont aussi importants que les liens matériels, en fait. Et c'est tout ceci, c'est la recette pour expliquer où se trouve le succès de cette expérience. Et avec ceci, j'aimerais conclure la présentation. Je vais donner la parole à Juan Martí. Oui, alors j'aimerais remercier nos amis de la table ronde, et pas seulement eux, mais ce qui est derrière, qui est une armée de gens qui travaillent en faveur d'une société meilleure. Et également au coordinateur de cette monographie pour le travail remarquable qu'il a fait. Merci beaucoup. Allez, on continue. Merci.